Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shoot, le podcast audio et vidéo NWX. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer le monde du web et du numérique, mais un monde plus écologique et plus respectueux de la planète et de l'environnement. Et pour discuter de ces sujets, j'ai à mes côtés Youn Chené. Salut Youn. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Moi, je suis Youn Chené, ça fait plus de 15 ans, 17 ans que je suis dans la région et j'ai agi en tant que bénévole dans des associations comme le Java User Group, Codeur en scène, et j'ai même été administrateur de NWX pendant un temps. Et depuis 1 an et 1 mois maintenant, je suis le fondateur de WebVert, une société qui fait de la réparation et de la décarbonation des sites web. Ok. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment possible, je pense, de faire comme si on ne savait pas qu'Internet était une source d'émissions de CO2. Pourtant, c'est des sujets qui peuvent paraître un peu difficiles à appréhender pour le grand public, Oui. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est spécialement visible. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents impacts que peut avoir le numérique sur l'environnement et sur la planète? En fait, on ne le voit pas parce que c'est pas dans notre utilisation de tous les jours qu'on voit la pollution. Ouais. Dans le numérique, les 2/3, que ce soit en émissions de carbone, en consommation d'énergie fossile, en consommation de ressources abiotiques, vous prenez du cuivre, vous ne le remettez pas dans la nature, etc. Ou en pollution de l'eau, utilisation des eaux douces, c'est environ 2/3 en moyenne qui sont liés à la fabrication. Ok. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle des externalités. C'est fabriqué pour la plupart du temps pour les appareils électroniques en Asie, tout autour de Taïwan, la Chine, etc. Et l'autre partie, c'est souvent les data centers. Et par exemple, en Irlande, il y a eu des mesures qui ont été faites que 20% de la consommation d'électricité irlandaise était pour les data centers. Okay. En Irlande, il y a Amazon, il doit y avoir Microsoft, sans doute Google, il y a IBM, il y a Oracle. Donc il y a tous les plus gros data centers des grosses firmes américaines qui sont là-bas. Et en fait, c'est pas dans notre usage, c'est vraiment à chaque fois externe à nous. Et s'il y avait juste un conseil donné plus pour les particuliers, c'est conserver votre matériel électronique le plus longtemps possible. Okay. En plus, maintenant, les smartphones, ils sont tous de bonne qualité, même ils sont pas acheter des choses pas chères. Mais le nouveau a pas tellement de nouveautés que ça. La performance est à peu près la même. Donc, si on peut le garder le plus longtemps possible, c'est un des premiers conseils qu'on peut donner. Ok. Donc, il y a cette partie, du coup, fabrication de nos terminaux, smartphones, tablettes, ordinateurs. Et puis, il y a une partie, du coup, le tiers restant, c'est une partie qui est liée à quoi? Alors, c'est vraiment l'usage, fabrication, usage. Et dans l'usage, il y a toute la consommation énergétique. D'accord. Je monte des serveurs, je monte des éléments réseau, j'ai toute l'infrastructure, filaire, fibre, 4G, 5G. Bon, ici on est plus en 4G en Normandie, parce que la 5G pour moi, en ce moment, c'est un débat de parisien. C'est-à-dire, moi j'aimerais bien avoir la 4G chez moi. Oui, moi aussi, ouais. Et le fait que notre ordinateur, notre téléphone, notre tablette, on doit le recharger et tout ça. Ok, donc la consommation électrique. Ouais, la consommation électrique. Et ça, mais les deux sont assez liés parce que là, je ressors de présentations qu'on a fait à Montpellier et à Rennes, où on mesurait l'impact d'une application web. Donc, quand vous avez une application mobile ou que vous avez un site web où vous faites des choses comme Facebook et tout ça, il y a ce qu'on appelle le back-end, les ordinateurs qui tournent derrière. Et on voulait savoir, est-ce que c'est le langage, est-ce que c'est le design, est-ce que c'est la base de données qui influe. Okay. Et on a vu des rapports de x12 entre deux langages. Ok, en termes de consommation. En termes de consommation, mais de deux choses. Parce que c'est ceux qui consomment plus, on peut mettre souvent moins d'utilisateurs sur un serveur. Ok, donc nécessairement on multiplie le nombre de serveurs. Donc c'est multiplier le nombre de serveurs, donc les achats de serveurs et le renouvellement de serveurs. Donc les deux vont ensemble en vrai derrière. Un vrai lien entre les deux. Voilà. Après, si je dois faire tomber 2-3 mythes, il y a d'autres choses qui sont souvent répétées, qui sont plus souvent des gimmicks de l'éco-conception. C'est l'email. J'entends souvent chez les décideurs et tout ça.
Pour reprendre le Time for the Planet, les mails, c'est un peu comme pisser sous la douche. C'est-à-dire que ça a un effet, c'est bien, mais c'est pas là que se joue le problème. En tout cas, pas d'un point de vue environnement, d'un point de vue des connexions, d'un point de vue hygiène numérique ou sobriété, pourquoi pas, mais pas d'un point de vue du coup environnemental. Quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est stocké est inerte. C'est quand ça bouge, c'est quand vous faites des recherches, quand vous amenez des choses, que vous faites des calculs que ça consomme. Il y a l'autre chose, c'est les modes sombres, mine de rien. Ouais. Alors, en plus, ça sera de plus en plus vrai avec les nouveaux écrans. Et sur les écrans actuels, le mode sombre, il consomme quasiment autant, où ça fait une petite différence de quelques pourcentages. Ouais, parce qu'il y a ce truc des pixels, etc., qui peuvent, qui sont le pixel noir consomme. Donc, dans les nouvelles générations, les pixels noirs, si j'ai bien compris, ne sont plus éclairés. Donc ça va moins consommer. Après, ça peut être plus ou moins bon pour les yeux, selon si vous le faites le soir ou la journée. Mais le vrai truc, c'est que des fois, il faut mieux pas faire de mode sombre. Il vaut mieux pas d'image où vous mettez des midi tering où il y a ces monocouleurs avec des points un peu des anciens journaux. Ça a très peu d'influence. Il vaut mieux que le logiciel qu'on fabrique, le site web qu'on fabrique, soit compatible avec des téléphones il y a 5, 6, 7 ans. C'est plus important. Si je suis par exemple au hasard SNCF Connect, ils ont fait un mode sombre, mais ils auraient dû prendre ce budget et le mettre pour être compatible sur des plus anciens téléphones. Pour éviter justement ce que tu disais, de retomber dans la spirale de du coup j'ai plus accès à ces applications, à ces sites web, donc je renouvelle mon smartphone ou mon téléphone, ou mon ordinateur portable. Je prends l'exemple d'Agnès Crépé qui travaille chez Fairphone en Hollande. Elle a une petite équipe qui s'occupe de remettre à niveau Android pour qu'il fonctionne toujours sur les premiers Fairphone, sur le Fairphone 2 et 3. Et c'est une équipe où le budget c'est de l'argent de poche pour Google ou pour Apple. On va se dire. Et du coup, c'est des équipes externes qui sont obligées de montrer l'exemple pour être le plus compatible possible. C'est en gros, si vous êtes product manager d'un grand produit, c'est moins de 2 ou 4%, de 1% des utilisateurs, on le fait pas, c'est trop cher. Oui, le coût, malheureusement, c'est pas... Sauf que si vous êtes chez YouTube, c'est des centaines de millions, et quand vous êtes chez SNCF, c'est aussi des millions, donc 500 000 personnes. Donc à chaque fois, les effets sont pas inertes. Et du coup, ça pousse au renouvellement. Par exemple, YouTube, on ne peut plus l'utiliser et l'installer sur l'iPad de ma belle-mère, et l'iPad, il date de 2015-2016. Oui, donc ce qui n'est pas vieux, surtout sur un usage, j'imagine, qui est assez basique. Sur ce genre de... Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Quand on parle de matériel, on parle aussi du logiciel. Si vous avez un matériel où le logiciel est plus mis à jour, vous le laissez tomber. C'est trop lent, il n'y a plus les corrections de sécurité et tout ça. Donc ceux qui font du logiciel ont une responsabilité énorme pour conserver le matériel. Si vous avez un matériel qui ne sert plus à rien, même s'il est en bon état, vous l'utilisez plus. Vous en rachetez un. C'est le cas, donc je sais qu'il y a des téléphones en bas qui fonctionnent, mais toutes les applis qu'on utilise pour bosser sont plus compatibles et du coup, il est dans un placard. Après, les mentalités changent. Si on prend avant le confinement, Google sortait des pixels, comme d'habitude, et ils avaient 3 ans de support logiciel. Personne ne leur disait rien. Ils en ont ressorti un après le confinement, et il y a eu pas mal de débats sur Twitter où ils avaient toujours 3 ans de support logiciel. Ils n'ont rien changé entre les deux. Et maintenant, ils doivent se réadapter pour avoir 5, 6, 7 ans. Et j'espère que les différentes lois qui vont passer pour 2024 au niveau européen demanderont des supports de 10-12 ans. C'est-à-dire que quand on fait un logiciel numérique, quand on fait un service numérique, il faut pouvoir s'engager à supporter tant. Parce que, en gros, c'est-à-dire qu'ils ne gèrent pas ce qu'on appelle les externalités, des dégâts qu'on crée en fabriquant quelque chose, mais qui ne font pas partie de notre spectre, mais qui sont externes. Ok. Du coup, maintenant qu'on sait ça, il y a... quand j'ai préparé le podcast, évidemment, je suis allé voir sur WebVer. Et il y a une phrase il y a quelque chose qu'on voit pas, en fait. Même en étant dedans, et nous, on alimente notre site web et on est dans, entre guillemets, le milieu du web. C'est le poids des pages web qui a considérablement augmenté ces dernières années. Il y a aussi le fait que potentiellement, aujourd'hui, tout le monde peut créer un site web sans connaissance. Tout le monde peut publier du contenu. Et du coup ça a un impact sur l'environnement mais qui n'est pas visible et pour le coup quand on veut créer un site web, moi je suis en particulier, je veux créer un site web, je vais sur Wix, j'installe un WordPress, il n'y a pas vraiment de guide de bonne pratique sur comment faire en sorte que mon site soit à peu près clean vis-à-vis de l'environnement. Quels sont les leviers aujourd'hui quand on crée du contenu qui peuvent permettre de faire en sorte que le site il soit éco-responsable? Ça marche. Alors, juste pour resituer, donc la taille des pages web, c'est x3 en 10 ans et x7 pour la partie mobile.
pour les Ok. sites mobiles. Si on revient sur 30 ans, c'est des multiples beaucoup plus gros, mais en même temps, il y a à la fin des années 90, c'était... Et ce qui est fou, c'est qu'en plus maintenant la navigation mobile est prédominante. En plus, Oui. c'est Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'on a une sorte d'ébriété numérique où ça n'a jamais été aussi facile d'utiliser du Photoshop, de l'Illustrator, de faire des images. On a des téléphones, on parle même plus d'appareils photo, maintenant on parle de téléphones qui prennent des photos avec des résolutions de malade, etc. Le point est que quand vous allez chez l'imprimeur, il vous conseille. C'est jamais le même bleu que vous utilisez par rapport au bleu que vous avez sur l'ordinateur pour que ça s'adapte à ce que vous aurez à l'impression. Sur le web, on ne prend pas le temps de l'adapter aux médias. Et en gros, les grands leviers, c'est par ordre d'importance, c'est le redimensionnement des images. Ok. En gros, vous prenez une image avec votre appareil photo, elle fait entre 2 et 6 mégas. Normalement, vous êtes à moins d'1 méga par page. Donc déjà, si vous mettez 3 photos comme ça. Et en plus, à la fin, c'est une petite vignette sur votre article de blog qui fait sur votre écran de smartphone 1 cm voire 1 cm 2. Ouais. Donc en gros, le serveur, il sort la grosse image, le réseau sort la grosse image, le téléphone sort la grosse image, qu'il met en mémoire et qui refait un calcul pour redimensionner. Okay. Ça, vous le faites sur une image, c'est pas grave. Tout le monde se dit ça. Mais nous, on est passé sur des sites qui ont 10 ans d'existence. On a enlevé les 2/3 de la bande passante. On a enlevé des 2 à 3, 4, 5 gigas de bande passante en tout. C'est-à-dire qu'on a fait plus de les 2/3 du site. Et le redimensionnement, c'est la première cause qu'on a vue. Vous prenez l'image, vous regardez comment elle est affichée, vous prenez n'importe quel logiciel, même vous avez sous des aperçus sous Mac, vous avez Paint, si ça, je sais pas, ça existe encore sous Windows, ou n'importe quoi sous Linux, vous redimensionnez. Et déjà, vous avez fait, on va dire, 40% du travail. Okay. Le deuxième point, c'est les formats. Et ça, je trouve qu'on ne l'explique même pas en école d'informatique. C'est que... En design, on nous l'a expliqué, mais c'est vrai que c'est des notions qui sont super importantes. Ouais, mais souvent, je vois des designers qui sortent des images en PNG pour des photos, pour être sûr qu'il n'y ait pas de perte. Et sauf que le format PNG, c'est pas fait pour des photos. Non. C'est fait pour des aplats de couleurs et tout ça. Alors que le JPEG, c'est fait pour des photos. Netflix, le MP4, le PG, ça vient du JPEG à la base, où c'est des algorithmes de compression pour repérer des motifs qui se répètent sur une photo. Des arbres, des rivières, etc., des visages, etc. Et ça, c'est le deuxième. Donc, le premier, on pouvait faire du divisé par 100, divisé par 10, divisé par 20. Là, sur le format, on peut aussi encore faire du divisé par 20, divisé par 10, divisé par 5. Okay. Donc, voilà, on fait vraiment des grosses réductions. Et à la fin, qui est la partie un peu plus technique, c'est on peut optimiser les images. C'est-à-dire quand vous prenez une photo avec votre appareil photo, votre smartphone, vous avez ce qu'on appelle les EXIF. Vous avez la marque de l'appareil, le lieu, tout un tas d'informations. Donc, si vous avez un site de photographie, il faut les conserver parce que ça fait partie de l'open intellectuelle. Pour une illustration de blog, ça ne sert à rien. Parce que c'est les données du coup qui sont stockées dans l'image. C'est chargé pour tout le monde. Et en plus, pour pas mal de formats, par exemple, vous faites un aplat de couleurs en PNG, il y a 4 couleurs, mais c'est quand même encodé en 16 millions de couleurs. Ouais. Donc ça va rien encoder comme ça. Et mine de rien, on peut gagner de 5% à 40% de la taille d'une image. En sachant qu'on voit pas la différence pour l'utilisateur lambda. C'est ça qui est ouf, c'est que sur un téléphone, on voit pas la différence. Il n'y a pas de dégradation. Enfin, si, ceux qui bossent dans le design, qui ont des vrais yeux, qui ont un écran de malade, c'est ça, l'écran à 4000 € d'Apple par exemple, ils voient la différence. Quand vous êtes sur un smartphone Android au bord de la piscine d'été, on ne la voit pas. Vous la verrez pas. Voilà, ça nuit pas dessus. Même si nous, par exemple, quand on fait les optimisations pour les clients, on a 2 réglages. On a un réglage mode et un réglage classique pour les sites vitrines. Et quand c'est pour montrer des vêtements où les gens regardent bien la photo zoom, on a un petit réglage supplémentaire où on perd 10% d'optimisation. Mais en fait, nous, on fonctionne par la data. Là, moi, j'ai donné 3 parties où c'est plus gros impact, moyens impacts, plus petits impacts. Nous, on préfère avoir des impacts un petit peu moindres, que ce soit pas parfait, mais que l'impact soit sur beaucoup plus de volume. Okay. Si vous faites un petit site bien éco-conçu, mais qu'il y a 10 visiteurs par mois, alors que si on gagne 20% sur un site qui a plusieurs millions de visiteurs par mois, l'impact n'est pas le même. Et on va dire, ah non, mais c'est du greenwashing, c'est passé. Non, mais l'impact est plus gros, mine de rien, et beaucoup plus massif. Et après, les autres points qu'on voit, c'est la configuration des serveurs. Okay. Les gens passent 0 minute dessus. Oui. À peu près, ou laissent les choses par défaut, ou savent pas quoi mettre, etc. Et nous, on pensait pas corriger autant de configurations serveur, donc à la fois le cache. En gros, le cache, c'est vous allez sur un site, il y a une belle image, vous la chargez. Et souvent, des fois, le cache, c'est configuré un jour. Donc, vous allez le lendemain pour voir, oh, regarde, j'ai vu ça. Il recharge l'image.
Et après, c'est toujours sur téléphone, vous êtes en déplacement, il n'y a pas trop de réseau, et là, l'image, elle se charge plus parce que c'est trop lent. Ce que conseille Google, c'est d'avoir, pour tout ce qui est image, font, tout ce qui est statique, d'avoir un cache de 1 an. Ça, c'est pas si souvent que ça configuré, et c'est facile qu'on ait technique. Après, il faut trouver comment le faire, mais c'est peu souvent fait. Et après, il y a aussi des réglages de type compression de tout ce qui est le texte que vous voyez. Parce que là, c'est du divisé par 100, hein, clairement. En gros, tout le monde connaît le format zip, c'est du zip sur ce que vous recevez. Et là, nous, on pensait en faire de temps en temps, mais on en fait plus de 15-20% du temps. Et voilà. Et du coup, ce que je dis pas, c'est que là, j'ai pas parlé de JavaScript et de CSS, ou de code. Tout le monde pense qu'on touche le code, mais en fait, on pourra toucher le CSS, le JavaScript et le code déjà qu'on aura réglé les points d'image et les points de serveur. C'est la data qui nous l'a montré. C'est que en fait, les gens passent du temps à des heures, parce que c'est technique, c'est plus cool, mais on a peu de résultats derrière, parce qu'ils agissent sur quelques pourcentages. Donc, quelqu'un rajoute une image, c'est mort, quoi, en gros. Oui, puis c'est ça, ce que tu dis, c'est que celui qui va développer un site web, c'est pas forcément celui qui va derrière à l'usage publier du contenu. Oui, c'est et du coup, les efforts qui sont faits en amont, ils peuvent être ruinés en 4-5 pages mal optimisées avec du contenu surdimensionné et des images qui sont super lourdes, quoi. Donc là, vous me direz, vous prenez un site web, on va dire, il a 2 millions de visites par an, on va être optimiste. Dire, ouais, mais si on fait le calcul, c'est pas tant que ça. Mais si vous prenez un site web, plus un site web, plus un site web, plus un site web, plus un site web qui fait 32 millions, plus un site web qui fait 10, etc. Là, on commence à avoir de l'impact. Et nous, notre combat, c'est vraiment, voilà, on sait qu'on est une petite cuillère dans l'océan de pollution. Que ce qu'on fait par rapport à un changement de formule chez Total, c'est rien du tout. Mais si on est plein d'entrepreneurs, plein d'associations, plein de bénévoles à faire une action sur une chaîne de valeur différente, on pourra avoir quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est l'approche. C'est que nous, quand on nous a parlé, enfin, dans nos études, on a été, je crois que c'était à partir de 2017, on a commencé à nous parler de numérique responsable. Mais un peu sous l'angle éco-conception, bonne pratique, etc. Ce qui est intéressant, je trouve que c'est des sites qui sont déjà en place. Oui. Et du coup, ça touche aussi beaucoup plus de monde, j'ai envie de dire, puisque du coup, un site vitrine d'un coiffeur, d'un boulanger, n'importe quoi, une boutique e-commerce, d'un artisan, peut du coup réparer son site web et le décarboner via les services que vous proposez. Oui. Et ça, c'est plutôt, moi j'avais plutôt l'habitude de voir en amont, en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça s'occupe après, en aval, en moins de maintenance. Ouais. Oui, parce que en gros, une refonte de site, sur le planning, ça prend 6 mois. Ouais. En vrai, c'est entre 9, 12, 16, 14 mois. Parce qu'il faut se remettre d'accord sur le contenu, sur le design et tout ça. Et du coup, le temps pour optimiser le site aux médias du web est compliqué. Et oui, c'est l'approche qu'on a pris. Plutôt que de tout et concevoir depuis le début, ce qui sont des projets longs, et on dépense du CO2 pour ça, on dépense de l'énergie pour ça. Même si en faisant ça, je serais meilleur que ce que je faisais avant. En fait, on a fait notre business model pour avoir un maximum d'impact. Ouais. On a fait des tarifs accessibles pour les TPE, adaptés aux grands groupes après. Et l'objectif, c'est de faire un maximum de sites. Et on a, par exemple, un site de moins de 1000 pages et moins d'une journée. Ok. Ça veut dire que voilà, c'est exactement comme Webverse, le nom vient de feu vert. Vous avez un problème inconnu sur votre voiture, vous l'emmenez chez le garagiste, si la voiture reste une semaine, 2 semaines. Là, c'est vraiment, vous déposez votre voiture chez Vert pour les plaquettes et vous allez faire vos courses et vous récupérez la voiture. C'est exactement ça. Une journée pour un site, c'est que dalle. Et surtout qu'il y a vraiment zéro intérêt. Puis il n'y a pas de perte de service, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que pendant que vous travaillez sur l'optimisation du site, le site il est toujours en ligne. Si, c'est plus rapide au fur et à mesure. Ouais. Après, il y a un point qui est intéressant, c'est que nous, notre enjeu, c'est que le visuel reste le même pour l'utilisateur. Donc on ne va pas faire de révolution en marketing. Ouais. Et le moteur reste le même pour les techniques. Donc on ne fait pas de révolution là-dessus. Même si en France on adore les révolutions, on adore faire des refontes de sites, tout ça. C'est mon site il va pas, je refonds tout. Alors qu'on devrait pour moi plus se baser sur la donnée. Et en fait, nous, notre travail, c'est d'adapter le média qui a été mis, où on a mis les choses sans trop connaître, sans sensibilisation, sans information, et de l'adapter au média du web, comme l'imprimeur adapte votre couleur. Et le fait de l'adapter au média du web, ça permet aussi de le rendre plus compétitif. C'est-à-dire qu'un gros site, il est lent. Ça crée ce qu'on appelle du taux de rebond. Un taux de rebond, c'est que vous allez sur le site et vous partez tout de suite. Et parce que le site ne se charge pas, on a un point qui bug et on s'en va. Quoi. Voilà, j'ai même vu des sites où pour les non-voyants, la formation était accessible avant que 30 secondes. Voilà.
Et par exemple, j'ai eu le retour d'un site e-commerce où c'était 17 secondes la chargement de la première page. Autant dire que les personnes qui commandaient, c'est des héros. C'est 3-4 pages comme ça. Ils veulent le produit. Voilà, ils veulent vraiment le produit. Mais et donc un taux de rebond élevé, c'est de la conversion en moins. Et donc ça a une grosse influence sur le référencement et la publicité. Je mets à la place de Google. Vous allez sur un site web, vous cliquez, c'est lent, la personne revient pour le lien d'après. Ça arrive 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Qu'est-ce que va faire Google? L'algorithme va placer le plus rapide avant. Et au fur et à mesure, vous allez descendre dans les classements dessus ou jamais être classé du tout. Vous allez être sur la 2e page, 3e page. Tout ça parce que vous avez... Ok, c'est joli, mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est juste fluide pour l'utilisateur? La clé, c'est vraiment, est-ce que c'est adapté à l'humain? Le référencement, c'est ça. Est-ce que ça aide l'humain à avoir de l'information? Est-ce qu'il l'a rapidement? Est-ce qu'il a la réponse qu'il cherchait sur Internet? Et ça, la rapidité de chargement, ça compte beaucoup. Et le problème du référencement, c'est qu'il y a plein de conditions nécessaires, mais une seule n'est pas suffisante. C'est plein de petites il choses faut être super rapide, il faut que ce soit en SSL, il faut que le contenu soit intéressant, ça peut aider. Il faut que ça soit bien mis de manière sémantique HTML, qu'il y ait bien un respect des titres et tout ça. Des balises sur les images. Voilà. Et qu'après, il y a des liens qui viennent de faire ce contenu intéressant. Et si vous en oubliez un, vous êtes déclassé au fur et à mesure. Il y a certains référenceurs qui travaillent pour des grosses marques qui ont déjà un niveau de confiance énorme, ont moins l'impact de la rapidité. Par contre, vous êtes une marque jeune, ça va être très, très compliqué. Oui, parce que effectivement, les grosses marques ou les gros sites ont déjà un trafic qui fait que du coup, naturellement, les gens se dirigent et sont prêts à attendre. On découvre quelque chose, effectivement, je pense que le taux de rebond est... Après, je prends l'exemple des retailers. On prend par exemple, je sais pas, Decathlon, Cdiscount et tout ça. C'est des boîtes qui vont être un peu plus obsédées par la vitesse de chargement parce que pour eux, c'est la conversion, c'est des millions d'euros. Et ça, ce que j'ai appris dernièrement, c'est que ça agit même sur les budgets publicitaires. Il y a les AdWords sur Google. Vous avez deux liens en haut, un lent, un rapide. Vous allez sur lent, vous avez un certain taux de taux de rebond. Les gens vont revenir, ils vont cliquer sur le lien, ils vont rester. Google va favoriser le placement du plus rapide. En fait, celui qui a le taux de conversion le plus élevé, parce que si vous avez des chefs d'entreprise, responsable marketing, responsable pub, vous avez un budget sur lequel il y a de la conversion, vous remettez du budget pour avoir plus de conversion. Vous avez un budget sur lequel il y a très peu de conversion, vous arrêtez. Donc, même si ça pouvait être du profit court terme, en fait, c'est vraiment du profit long terme qui est cherché. Et mine de rien, on passe de 1 à 2, de 2 à 3, et j'avais des études où il fallait quasiment 8 fois le budget publicitaire pour se repositionner. Et mine de rien, c'est juste que le média internet, le web, qu'on le veuille ou non, c'est technique. Et que c'est pas la tech et le business, ET, mais c'est la tech et le business, EST. Et en fait, il faut avoir la vision de ça. Parce qu'en plus, là, du coup, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est souvent on oppose environnement et business. Dans le schéma classique un peu du monde de l'entreprise, oui, si je suis plus respectueux, ça va me coûter plus cher, je rends ma marge, etc. Enfin, du coup, il y a tout un raisonnement derrière qui peut être biaisé, d'ailleurs, je sais pas où faux, mais là, pour le coup, tu démontres que le fait d'avoir un site plus rapide, d'avoir une démarche un peu écologique autour de son site web, du coup, favorise le business, en fait. Oui, c'est gagnant, des deux côtés, c'est positif, quoi. Ouais, la partie économique et la partie écologique sont vraiment liées. C'est pas tout le temps le cas. C'est pas mal de fois le cas. Par exemple, si vous isolez mieux votre maison, c'est pour la facture et tout ça. Mais après, c'est souvent la capacité d'investissement qu'on a au début. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est diminuer cette capacité d'investissement parce que se payer des freelances en éco-conception, prendre le temps de tout bien faire, c'est de l'argent en plus, c'est du temps en plus. Nous, c'est vraiment avoir du temps très court et des tarifs qui permettent de tacler 80% du problème très rapide. Et puis du coup de renouveler la démarche aussi. Oui. Parce que là, c'est ce qu'on disait avec Antoine quand on parlait du... Parce que du coup, Webver est passé sur le site à analyser le système WX. Et du coup, ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, c'est presque quelque chose qu'il faudrait faire un peu comme une voiture, comme une vidange, quoi. Un peu tous les 2 ans, pour s'assurer que, en fait, ce qu'on a republié derrière, parce que vous livrez, ce que moi j'ai trouvé intéressant aussi sur l'approche de Webver, c'est que, effectivement, ce que tu disais, c'est qu'il y a un côté très technique au web. Pour le coup, dans la restitution qui est faite, il y a un document qui est assez qui est compréhensible. Je pense que les gens qui publient du contenu, que ce soit sur un WordPress ou sur un autre CMS, ont quelques bases quand même sur ce que c'est qu'une image, ce que c'est qu'un article, l'architecture du site, un minimum, je pense. Et du coup, il y a une restitution, ce qui permet de mettre en place, derrière, ou en tout cas de penser à se corriger
quand on publie quelque chose. Mais on se disait, là, dans le rush, franchement, ça nous arrive, hein, on va pas se cacher. Dans le rush, on a un visuel, on a un article, bam, on prend la photo qui est pas redimensionnée. Et du coup, bah, je pense qu'au fil des mois ou des années, il doit y avoir encore des petits efforts à faire. Et ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir revenir dessus. Enfin, du coup, de refaire comme une vidange, quoi. De se dire tous les 2 ans, allez, je repasse mon site pour faire un check-up. Et du coup, d'avoir une amélioration continue, en fait. Et bah, ça te tombe bien, parce que normalement, tu me dis que cet épisode est diffusé à partir de septembre, juste avant. On va commencer une offre d'abonnement pour les sites web. Et je prends un exemple qui correspond à ce que tu as dit. Si vous vendez du vêtement en e-commerce, vous avez une nouvelle collection, il faut faire les shootings. Vous n'êtes pas les gros sites qui ont tous les tags pour tout optimiser derrière. Vous faites des shootings, vous les chargez à toute vitesse, il faut que ce soit prêt à l'air, tout ça. Et vous ruinez votre empreinte écologique, et vous ruinez votre référencement par la même chose, ou juste rien que votre taux de conversion, vous avez fait un effort pour mieux vendre, et vous le ruinez parce que vous n'avez pas fait juste l'effort derrière. Et donc nous, ce qu'on va lancer, c'est des abonnements au mois, ou tous les 3-4 mois, selon les besoins du client, pour faire une repasse régulière. Mine de rien, nous, les conseils qu'on donne, ça reste de la discipline. On sait que globalement, l'humain, la discipline, c'est compliqué. Et donc avoir quelque chose où on enlève la charge mentale des équipes marketing et communication et contenu, et nous on passe derrière pour que ce soit toujours clean. Mais nous, c'était vraiment le truc qu'on a vu, c'est que voilà, un site éco-conçu n'est pas un site moche en 2 couleurs, en vert pâle ou en jaune pâle. Un petit clin d'œil aussi de Dalkia. On en a fait un article parce qu'en fait l'écran que vous faites afficher 2 couleurs ou 16 millions de couleurs, c'est pareil. Et les gens reprennent les gimmicks, mais sans prendre la donnée, sans prendre ce qu'il y a derrière. Donc oui, c'est des choses qu'on est en train de préparer, qui seront lancées à l'heure où vous écouterez ce podcast, pour pouvoir avoir quelque chose où on repasse derrière et avoir le suivi dans le temps de l'ensemble. Et j'aimerais bien du coup parce que tu viens de dire quelque chose qui m'interpelle sur justement un peu ces gimmicks ou ces fausses croyances qu'on a. Il y a de plus en plus d'écoles du numérique, enfin le numérique prend plus de place, donc forcément on a besoin de gens qui savent développer, qui savent designer. Est-ce que tu penses que toutes ces bonnes pratiques que vous conseillez chez Webvert, quand vous analysez un site web et que vous faites la restitution sur justement tout ce qu'on a parlé avant, les images, le cache, etc. D'après toi, parce que tu es dans la tech depuis un moment, je pense que tu as vu évoluer un peu aussi ces sujets dans l'écosystème. Parce que tu disais codeur en scène, je crois que tu es aussi chez TechRock. Enfin, tu fais partie. TechRock, c'est un club de directeurs techniques, directrices techniques, tech leaders sur Paris, maintenant toute la France, après le confinement. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est des choses, il y a 10 ou 20 ans, est-ce qu'on a abordé ces sujets-là il y a 10 ou 20 ans? En tout cas, peut-être pas sous l'angle environnemental, mais parce que pour moi, c'est quand même beaucoup de bonnes pratiques. Et est-ce que ça tient pas aussi à la formation et l'éducation un peu de ces nouveaux métiers? Je prends l'exemple d'un chargé de com, il va pas spécialement avoir de notions en web d'un point de vue tech, donc on va lui apprendre effectivement à écrire du contenu, à faire des belles photos, etc. On va lui apprendre à utiliser WordPress, éventuellement, mais derrière, à quel moment en fait on peut intervenir d'après toi? Alors, c'était les études, c'est de la formation continue, c'est... J'allais dire tout le temps, parce qu'il y a tellement de choses à rattraper, mais juste pour revenir, il y a 10, 12, 13 ans, on ne parlait pas d'empreinte écologique, on parlait juste de web performance. Pour l'accessibilité, pour la conversion, etc. Et des livres qui étaient sortis à l'époque et tout ça, et là, il faut rendre hommage à l'association Paris Web, qui porte ces sujets-là depuis quasiment 15 ans maintenant. Que ce soit sur l'accessibilité, le numérique responsable, tout ça. Et en fait, ils faisaient du numérique responsable avant qu'il y ait le nom. Et si on reprend par exemple le livre de Frédéric Bordage, le premier édition de 2014 que j'avais à l'époque, 99% des pratiques, c'est la web performance. C'était connu, c'est juste que voilà, c'est lui qui a vraiment fait le lien et connecté les gens dessus. Ensuite, par exemple, moi j'interviens dans des écoles et je ne demande pas à intervenir devant les techs. Je demande d'avoir les sections marketing ou gestion de projet, com et tout ça. Et mon discours, c'est qu'en fait, moi, on fait environ 2 jours d'intervention. Donc on fait pas ça pour l'argent, parce que t'es intervenant pour former les gens, ça rapporte pas beaucoup quand on voit le temps de préparation et la paye. Voilà, donc c'est vraiment pour former les gens. Et ce que je leur dis, voilà, je leur fais faire pendant 2 jours des tests sur Google PageSpeed.
où vous mettez une page de site web, vous avez un score, ça vous dit tout ce qui ne va pas, etc. pour vous ayez le maximum de scores. Et en général, quand vous avez un score très élevé, écologiquement, vous êtes bon. Ok. Parce que ça mesure vraiment la perf. Et c'est un des scores qui est pris pour le SEO derrière, c'est un des guides de Google, et là, ils rajoutent des choses sur l'accessibilité, notamment, qui vont s'intéresser. Quand tu dis accessibilité, du coup, c'est, pour que je comprenne bien, c'est tout ce qui va être... Les personnes malvoyantes, malentendantes, ou qui ont des problèmes de motricité, mais en fait, ça peut être vous à un moment donné. Vous qui vous êtes cassé la main, ça peut être vous quand vous regardez un rétroprojecteur et qu'il y a plein de fenêtres autour et que vous ne voyez pas les contrastes, ça peut être vous sur votre téléphone avec la vitre cassée ou au soleil, ça sera vous pendant les vacances au bord de la mer. Ouais. Donc tout le monde est... Ce qui se dit, c'est que les chiffres, c'est que soit 25% de la population est en situation de handicap. Le handicap est permanent, situationnel ou temporaire. Okay. Vous avez une opération aux yeux, etc. Vous êtes confronté à un moment. Voilà, vous êtes confronté dessus. Donc c'est ça. Okay. Et donc moi je leur dis voilà, vous prenez un site web et maintenant on leur fait 2-3 exercices, on leur explique les enjeux et ensuite sur ce site web ils ont leur site perso, leur blog, on avait pris le site de l'école, on avait accès au code source. Leur but c'était d'augmenter leur score. En gros on a gamifié la chose pour dire regardez ce qu'ils font, donc ils ont redimensionné des images, ils ont enlevé des scripts marketing, donc j'ai fait faire à des équipes marketing enlever des scripts marketing de marqueurs de données. Directeur de l'école, c'est fou. Et il n'y a plus de pixel Facebook comme par hasard. Mais du coup, voilà. Mais comme la personne avait la mesure, elles ont joué le jeu. Alors que j'avais une personne 1 heure avant, elle me dit jamais je toucherai au code. 2 heures après, vient le pixel Facebook dans le code HTML. Donc il y a eu progrès là-dessus. Mais ce que je leur dis à la fin, c'est que là, je vous ai donné un pouvoir. Le fait d'avoir une meilleure lecture de la page web grâce à un outil. Et la problématique, c'est que souvent les techs disent que c'est la faute des marketing et les marketing disent que c'est la faute des techs. Et du coup, personne n'ose dire des choses. Et moi, je dis aux équipes marketing, voilà, je vous ai donné un super pouvoir. Ce que je vous demande, c'est quand vous réceptionnez un site web, d'utiliser l'outil que vous avez donné, d'utiliser les notions que je vous ai données. Et si c'est pas bon, vous avez l'autorisation de moi en tant que tech d'engueuler les personnes qui ne vous ont pas fourni de bons résultats. Pourquoi ? Parce que les devs disent qu'on nous propose, on se fait jeter, ou ne le demande pas, donc on le fait pas. Et de l'autre côté, ils ont dû me livrer le truc bien, c'est de leur faute. Donc, ils seront valables. Voilà. Et comme côté com et marketing, c'est responsable et c'est eux qu'on cut sur le contenu, mine de rien à la fin. Ce que je leur dis, voilà, maintenant vous avez une nouvelle grille de lecture, engueulez les gens si c'est pas au niveau. Parce que vous le payerez. Vous le payerez pas tout de suite, mais dans 6 mois, 1 an, 3 ans en termes de positionnement marketing et globalement en termes d'empreinte pour la planète. On a commencé à la NWS. Ça devrait continuer à croiser de voies saisies et j'espère que d'autres reprendront le relais partout en France. Et donc c'est bien accueilli. Enfin, tu sens que c'est bien accueilli de la part des générations là qui se forment au web. Est-ce que tu sens direct, c'est une question un peu plus large, mais tu sens que c'est des sujets qui font écho ou pas du tout? Ou enfin... C'est partagé. Il y a des gens sur lesquels ça fait écho, okay. plus qu'avant, je dirais. Ouais, ok. Par contre, il y a, je prends par exemple les foot crypto. Ouais. Et ils s'en foutent, c'est l'objectif, c'est d'être célèbre, de faire du business, de faire de l'argent, c'est d'être youtubeur, etc. Donc il y a des personnes auxquelles ça parle pas du tout, ça n'a pas d'intérêt. Là, j'essaie de les accrocher par l'aspect économique. Ouais. Et par contre, il y a des personnes à qui ça parle pour donner un sens au travail et tout ça. Et du coup, est-ce que tu penses que des personnes, c'est un peu notre cas, tu vois, qui sont déjà en poste, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a éventuellement des... Comment on peut les faire passer Enfin, tu vois, tu penses que ça peut passer par de la formation, le fait de se remettre un peu à niveau. Comment Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, finalement, c'est des sujets qu'ils n'ont pas abordés et qui connaissent pas le web, oui. Qui connaissent pas le côté. Oui, je dis, même le format des images, en école d'informatique, on l'explique pas. Ouais. Donc, c'est des conférences, c'est des remises en question, c'est des ateliers, les ateliers sur la fresque du climat, la fresque du numérique, c'est de la sensibilisation à tous les étages. Et tu penses pas que, tu disais tout à l'heure, et je trouvais ça cool, que les éditeurs de logiciels ont un rôle à jouer là-dedans? Là, moi, je suis surpris que typiquement en WordPress, quand tu l'installes en natif, alors en plus, ce qui est à la fois cool et pas cool, c'est qu'aujourd'hui tu peux installer un WordPress en n'ayant aucune connaissance, même en hébergement chez OVH, en un clic tu peux prendre ton nom de domaine, tu cliques, t'as ton back-office de WordPress qui pop et t'as concrètement pas compris ce qui s'est passé, mais en tout cas ton site est là. Et pour le coup, tu as des plugins WordPress qui permettent de minimiser les images, de redimensionner automatiquement. Moi, je me pose la question aujourd'hui en 2022, pourquoi c'est pas installé par défaut pratiquement? Parce que du coup, c'est des bonnes pratiques, mine de rien. Et est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi un rôle à jouer là-dedans?
Pour exonérer un peu justement ce manque de connaissances qu'il pourrait y avoir de la part des utilisateurs. Tu vois. Il y a des rôles à jouer. Donc, nous, notre conviction, c'est que c'est bien de juger les particuliers sur la pratique, mais c'est aux entreprises de proposer des choses qui soient responsables, que ce soit volontaire de leur part ou par la loi. Moi, j'ai plus d'illusions là-dessus. Après, oui, les éditeurs de logiciels ont un problème. Je prends par exemple, avant d'aller sur WordPress, je prends Webflow, qui est on va dire un WordPress no-code. Sous Webflow, j'ai vu des gens mettre des images de 6 mégas pour mettre une petite vignette de rien du tout que vous voyez sur le côté, là, c'est que vous regardez même pas. Et en fait, voilà, c'est une industrie, je trouve la bêtise. Si je prends un CMS un peu plus normand, comme mon site vert, avec un nom proche de nous, eux, c'est un CMS où on met l'image. Elle est redimensionnée automatiquement et elle est optimisée automatiquement. Ça enlève toute la charge mentale de ça. Et donc voilà, les outils permettent de faire pas mal de choses. Après WordPress, c'est compliqué parce que les plugins ne marchent pas tant que ça. On a vu des plugins d'optimisation où ça faisait tout l'inverse. Nous, on a mis une demi-heure à comprendre du pourquoi. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai entendu ça sur un podcast ce week-end dernier. C'est que maintenant sur le Slack ou l'équivalent de WordPress, il y a une partie sustainability, donc la partie écologique, développement durable, pour avoir le terme à peu près correspondant, où il y a des Espagnols qui ont commencé à pousser pour que le sujet soit pris en compte. WordPress, ça reste 65% des sites web dans le monde, c'est le premier. Le deuxième, après, c'est Shopify, je crois, avec 5%, pour vous dire un peu les différences d'échelle. Et il faut espérer que là, dans les prochaines versions de WordPress 6.7, ils intègrent des choses là-dessus. Le problème, c'est que ça reste quand même un écosystème qui est pas simple, avec beaucoup de plugins, beaucoup de builders, chacun a son approche. Nous, on avait fait un comparatif des builders. Je l'avais trouvé super intéressant parce que du coup, c'est quand on commence et quand on construit un site WordPress, c'est pas vraiment ne serait-ce que lequel choisir et lequel a potentiellement un impact plus ou moins important sur l'environnement. Donc j'avais trouvé ça cool. Parce que les freelances vont choisir celui sur lequel ils ont l'habitude. Et nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on a mesuré, on a fait une page qu'on a fait sur tous les builders. Un sans builder. À son builder, on est à 90 sur 100 sur le score Google. Certains ont monté un peu plus haut. 3. Et par contre, le plus mauvais était à 52. C'est-à-dire que de base, on ne peut pas monter au-delà de 42 points en mobile. 52 points sur mobile, pardon. Et par exemple, Elementor, qui est un des plus connus, il était à 75. Vous perdez 25 points de base, sans rien. C'est ça. Même si la page est vide, enfin je veux dire classique, tu perds déjà des points. Pourquoi ? Parce que si vous cherchez plein de données en JavaScript pour rien, parce qu'il y a le site avoir une profondeur HTML, c'est-à-dire qu'il va être gros pour afficher la même information, pour pas grand-chose, parce que ça a été pensé maintenant, c'est pas optimisation. Et donc il y a des enjeux. Donc même si WordPress le fait, il faut tout un écosystème. C'est nouveau, Et c'est ça qui est compliqué parce que maintenant il y a de moins en moins de gens qui font un site web WordPress sans un builder. Donc, oui, c'est un peu. Il y a quasiment personne qui les gens font sur le temporel, choisissent un truc, etc. Après, on pourrait imaginer un écosystème dans lequel, un peu comme une sorte de validation de check par l'écosystème WordPress qui dit ce plugin est bien conçu et fait le taf qu'il promet et d'avoir une sorte de. Parce qu'il y a les plugins officiels WordPress, après tu as tout l'écosystème effectivement d'indépendants. Eux, du coup, effectivement, ça serait intéressant, ça. C'est de certifier un peu les plugins qui sont cohérents pour atteindre cet objectif et permettre de l'atteindre. Ok, est-ce que tu as un dernier mot à nous partager ? Est-ce que tu veux nous partager quelque chose sur ce sujet ? Une dernière remarque, quelque chose qui clôturait un peu ce podcast ou pas ? Dis-nous. Alors, si je voulais juste conclure sur une définition très rapide de l'éco-conception, qui est la mienne, pour que ce soit compréhensible. L'éco-conception, c'est concevoir des logiciels, des sites web, des applications mobiles, qui fonctionnent sur les serveurs d'il y a 3, 4, 5 ans, et qui fonctionnent sur les mobiles d'il y a 7, 8 ans. Si vous faites ça en critère, vous avez tout compris l'éco-conception. Voilà. C'est ce qu'on retiendra de cet épisode. Merci beaucoup, Youn. Merci à toi. Je vous donne rendez-vous du coup très bientôt pour un prochain épisode du Shoot. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page YouTube et sur les réseaux sociaux. À très bientôt.